Après avoir dit que pour une fonction de plusieurs variables, la notion de dérivée n'avait pas de sens, et avoir défini la dérivée d'une fonction selon un vecteur, en se déplaçant dans une certaine direction, eh bien on va arriver sur la définition que vous avez rencontrée déjà en physique, et qu'on a déjà rencontrée notamment dans tous les théorèmes de dérivation sous le signe intégral, qui sont la notion de dérivée partielle d'une fonction. La chose est la suivante, je prends f, une fonction définie sur un ouvert de Rp à valeur dans R, et A dans oméga, et je vais appeler E1EP la base canonique de R puissance P. Eh bien on dit que f admet une dérivée partielle en A par rapport à la jm variable, donc pour tout j fixé entre 1 et P, si f possède une dérivée en A selon le vecteur EJ. Et dans ce cas-là, la dérivée de f selon le vecteur EJ en A, on la note soit d rond f sur d rond xj en A, ça c'est la notation très utilisée en physique. Moi je préfère la notation d rond indice j de f en A. Autrement dit, c'est la dérivée de f par rapport à la jm variable en A. Alors, l'interprétation de cette dérivée partielle, donc une dérivée partielle, c'est ni plus ni moins qu'une dérivée selon un vecteur, mais selon un vecteur de la base canonique. Autrement dit, calculer les p dérivées partielles, ça va revenir à calculer la dérivée de f selon les p directions de la base canonique. Donc par définition, sous réserve que le taux d'accroissement ait une limite, la dérivée partielle de f par rapport à la jm variable en A, c'est la limite de f de A plus TEJ moins f de A sur T. F de A plus TEJ, si le point A, je l'appelle A1 jusqu'à AP. J'ai mis un N, c'est un P. Bah, c'est la limite de F de A, A1, A2, jusqu'à AJ-1, AJ plus T, puisque EJ, c'est le vecteur qui voit que des 0 et un 1 sur la jm coordonnée, AJ plus 1, AP, moins F de A1, AP sur T. Et donc là, je peux l'interpréter comme aussi le nombre dérivé d'une fonction numérique d'une seule variable. Ça va être Gj' de Aj, où Gj, c'est ce qu'on appelle la jm application partielle. Qu'est-ce que la jm application partielle en A? Ça consiste à prendre en un certain A1, AP, je fixe toutes les coordonnées sauf la jm à A1, Aj-1, Aj plus 1 jusqu'à AP, et je ne fais varier que la jm coordonnée. Bah, pour ne faire varier que la jm coordonnée, quand je regarde la limite du taux d'accroissement en Aj, ça me fait f de A1, Aj-1, x, Aj plus 1 jusqu'à AP, moins f de A1, AP, sur x moins Aj, ce qui revient, en posant mon x égale Aj plus t, exactement à ce taux d'accroissement. Donc, plusieurs façons, et on va les voir à l'œuvre dans les exemples, plusieurs façons de calculer les dérivées partielles, soit en regardant les applications partielles en un point, donc je fixe toutes les coordonnées sauf une et j'en fais varier qu'une, comme ça j'ai une fonction numérique d'une variable réelle et j'essaie de la dériver au point qui m'intéresse, soit je reviens à la définition avec la limite d'un taux d'accroissement. Alors on va faire les deux. Et je vais donner tout de suite un exemple qui va permettre de voir le lien précis entre les dérivées partielles et les dérivées selon un vecteur. On a vu que des dérivées partielles, c'était des dérivées selon des vecteurs particuliers. Donc en particulier, une fonction qui admettrait une dérivée selon tout vecteur admettrait des dérivées partielles. Mais on va voir que la réciproque est fausse, c'est-à-dire qu'il se peut qu'une fonction admette des dérivées partielles selon chacune des coordonnées, mais n'admette pas nécessairement des dérivées selon tout vecteur. Donc je vais prendre la fonction qui va de R2 dans R, qui a xy donne xy sur x2 plus y2 si le couple xy n'est pas le couple 0, 0, et 0 sinon, et je vais essayer de calculer les dérivées partielles en 0, 0. Alors je vais calculer, même si je pourrais dire que x et y jouent des rôles symétriques et dire que la première dérivée partielle et la deuxième dérivée partielle c'est la même chose, comme j'ai dit que je pouvais calculer les dérivées partielles de deux manières avec les applications partielles ou avec les taux d'accroissement, bah je vais le faire pour la première dérivée partielle avec l'application partielle, en me disant que si je veux calculer la première dérivée partielle en 0, 0, et bien ça veut dire que je prends la fonction g1 qui est f de x0. Pourquoi c'est f de x0? Je regarde la dérivée par rapport à la première variable, donc la première variable va pouvoir bouger et la deuxième variable, je la mets à 0. Or, G1, la fonction qui a x donne f de x0, elle est constante nulle, puisque si jamais x vaut 0, ça vaut 0, et si x est non nul, de toute façon, le y vaut 0, et ça vaut 0, à cause du y qui est au numérateur. Donc la première application partielle est constante nulle, en particulier elle est dérivable au point qui m'intéresse, c'est-à-dire en 0, et sa dérivée en 0, c'est 0, et donc la dérivée partielle par rapport à la première coordonnée existe, et vaut 0. Pour la deuxième dérivée partielle, alors là j'aurais pu le faire aussi avec la deuxième application partielle, mais je le fais avec le taux d'accroissement, en disant qu'il faut que je regarde f de, donc c'est en 0, 0, donc je regarde 0, 0 plus t, f de 0, 0 plus t, moins f de 0, 0 sur t. Ben, il se trouve que f de 0, 0 vaut 0, et que f de 0t
par le même argument qui est ici, f de 0t, si t est non nul, ça vaut 0 à cause du 0 au numérateur. Donc le taux d'accroissement est nul. Le taux d'accroissement est nul tend vers 0 quand t tend vers 0. Donc la dérivée partielle selon la deuxième coordonnée existe et vaut 0. Autrement dit, en 0, 0, f admet des dérivées partielles selon chacune des coordonnées, alors il y en a avec deux, et les deux dérivées partielles sont nulles. Donc la question qu'on va voir, c'est est-ce que ma fonction f possède une dérivée selon tout vecteur en 0, 0? Eh bien on va voir que la réponse c'est non, pas toujours. Je vais prendre v, un vecteur non nul de R2, v1, v2, et je vais essayer de calculer la dérivée de f selon le vecteur v en 0, 0. Ce qui consiste à regarder, pour tout t non nul, f de 0, 0 plus tv moins f de 0, 0 sur t. 0, 0 plus tv, c'est le vecteur tv1, tv2, f de 0, 0 vaut 0, donc j'ai f de tv1, tv2 sur t. Comme v1, v2 n'est pas le vecteur nul, tv1, tv2 n'est pas le vecteur nul, autrement dit, je peux prendre cette formule-là, remplacer x par tv1, y par tv2, et je n'oublie pas de diviser par t, ce qui me fait t carré v1, v2 sur t fois t carré v1 carré plus t carré v2 carré. Sauf que cette quantité-là, bah là j'ai un t cube en facteur et un t carré, donc ça va simplifier. Et donc l'équivalent quand t tend vers 0, ce sera v1, v2 sur t fois v1 carré plus v2 carré, qui est une quantité non nulle. Et ça, quand t tend vers 0, ça tend vers plus ou moins l'infini, puisque si jamais v1 et v2 sont... Pardon, ça tend vers plus ou moins l'infini, si les deux sont non nuls. S'il y en a un qui est nul, bah, le taux d'accroissement sera nul, comme on l'avait obtenu pour les dérivées partielles. Mais si les deux sont non nuls, cette quantité-là est non nulle, et donc ça va tendre vers plus ou moins l'infini quand t tend vers 0, selon le signe de v1 fois v2. Et donc si v1 fois v2 est non nul, c'est-à-dire s'ils sont tous les deux non nuls, f n'admet pas de dérivée en 0, 0 selon le vecteur v. Donc là, elle admet des dérivées partielles selon toutes les directions, selon toutes les coordonnées, donc il y en a deux, mais elle n'admet pas une dérivée selon tout vecteur dans toutes les directions. Et est-elle continue en 0, 0 ? Bah, la réponse est non, un peu de la même façon que pour le contre-exemple qu'on avait vu pour les dérivées selon tout vecteur. Je vais regarder que donc, si x, là je vois que x et y jouent le même rôle, je vais regarder f de xx. Quand je calcule f de xx, c'est constant égal à 1,5. Et bien je vais voir que, alors je vais donner une autre démonstration que celle qu'on avait fait dans la vidéo précédente pour justifier la non-continuité. Comme j'ai pour tout x dans R, f de x qui vaut 0 si x égale 0, puisque c'est f de 0, 0 vaut 0, et qui vaut 1,5 si x est non nul. Mais je vais voir que ça me permet de conclure que f n'est pas continu en 0, 0. En effet, par l'absurde, si f était continu en 0, 0, comme la fonction qui va de R dans R2 qui a x donne xx est continue. Elle est continue pourquoi? Parce que chacune des coordonnées est continue, ou parce qu'on peut voir que c'est une application linéaire définie sur un espace vectoriel de dimension finie, par exemple. Et donc, comme cette application-là est continue, si f était continue en 0, 0, donc cette application-là est continue en 0, et elle envoie 0 sur 0, 0. Et si f était continue en 0, 0, par composition, cette application-là, l'application qui a x donne f de xx, devrait être continue en 0. Or, l'application, bah, c'est celle-là, c'est une fonction qui est constante nulle égale à 0, constante nulle égale à 1,5, et qui vaut 0 en 0. Donc on a une discontinuité en 0, donc on a une contradiction. Et donc f n'est pas continue en 0, 0.